L'entrée suivante pourrait être l'un des messages les plus entends jamais créés sur le site. C'est extrêmement long, détaillé et très sombre. L'ensemble du message est rempli de détails cruciaux, donc omettre des aspects comme je le fais normalement serait inapproprié. Ce sera une lecture très longue. Le 14e août de cette année, un compte jetable a fait le post suivant sur le subreddit Confessions. J'ai eu une liaison et j'ai tué ma femme. Maintenant, j'élève seul notre tout petit. Ma femme et moi nous sommes rencontrés lorsque nous étions à la fin de notre adolescence. Elle a eu une enfance extrêmement traumatisante et de graves problèmes d'abus d'alcool avec une consommation occasionnelle de drogue. Elle buvait jusqu'à perdre connaissance et était physiquement violente avec moi pendant ces périodes, et pendant ces excès, elle tentait occasionnellement de mettre fin à ses jours et était physiquement violente avec les autres. Elle flirtait et traînait avec d'autres hommes alors qu'elle était complètement ivre. À 3 reprises, au cours de nos relations, je l'ai vue embrasser d'autres hommes alors qu'elle était ivre au point de tomber. Elle m'accusait constamment de la tromper malgré ma totale fidélité. Pour ceux qui diront qu'elle a choisi de boire et est responsable de ses actes en état d'ivresse, ce n'est pas ainsi que fonctionne la dépendance. Ce qu'elle a choisi, c'est de ne pas chercher d'aide pour elle-même et de jouer un rôle actif dans sa guérison. Donc, en fin de compte, elle est responsable. Mais son comportement en état d'ivresse ne fait pas aussi mal car je sais qu'il était motivé par la maladie. Ce qui faisait mal, c'était qu'elle n'a pas abordé les causes de cela et a continué à minimiser, nier et ignorer l'importance de son passé sur sa consommation d'alcool et sa consommation d'alcool sur ses mensonges. C'était une source de conflit, mais finalement, j'ai choisi de soutenir son parcours, de l'aimer et de la soutenir du mieux que je pouvais, et d'espérer que les choses s'amélioreraient avec le temps et qu'en vieillissant et en mûrissant ensemble, elle serait un jour prête à affronter son passé et à s'attaquer aux causes profondes de sa consommation d'alcool. Avec l'âge, la fréquence a diminué, mais c'était toujours vraiment mauvais. Elle avait une terrible anxiété sociale, et nous n'étions pas en mesure de socialiser avec mon groupe d'amis parce que le résultat serait gênant ou embarrassant en raison d'une consommation excessive d'alcool. Les menaces sur notre vie ont tenté de diminuer considérablement, mais la consommation excessive d'alcool a continué, et la violence occasionnelle s'est toujours produite. Je fumais beaucoup de weed, mais j'étais fonctionnel et réussi dans ma carrière. Je ne bois pas, et je n'étais pas physiquement abusif. J'étais émotionnellement abusif. Par exemple, je lui criais dessus le lendemain qu'elle ait fait quelque chose, comme partir en courant dans la nuit en état d'ébriété et aller dans la circulation, me frapper ou frapper quelqu'un que j'aime et ainsi de suite. Il convient de noter que j'ai grandi avec un père alcoolique et que ma mère était avec un homme pendant mes années de lycée qui était alcoolique et abusif et que mon père a finalement fait une overdose et est mort quand j'étais un jeune adulte. Ma femme et moi avons déménagé à environ 4000 km à travers le pays avec l'objectif que je commence une entreprise et que nous nous éloignions des personnes et des lieux qui étaient très déclencheurs pour elle. Ça s'est plutôt bien passé. Elle était retournée travailler dans sa profession pour aider à payer les factures pendant que je lançais mon entreprise. Avant d'avoir notre enfant, elle travaillait mais ne conduisait pas. Je la conduisais au travail, je conduisais pour la retrouver à l'heure du déjeuner, je conduisais pour aller la chercher. J'ai commencé à gagner tellement d'argent que nous perdions plus en me faisant conduire partout qu'elle ne gagnait. Et en tant que couple, nous étions plus avancés avec elle qui ne travaillait pas. Elle a arrêté de travailler et a dit qu'elle buvait parce qu'elle s'ennuyait. Si elle devait rester à la maison, elle voulait être une maman. Elle a juré qu'elle arrêterait de boire pour avoir un enfant et elle l'a fait. Nous sommes tombés enceintes et elle a complètement arrêté. La grossesse, elle a été terrible. L'accouchement a été compliqué en raison de la coronavirus disease. Nous n'avions pas de soutien familial. J'étais occupé avec mon entreprise. Elle était débordée d'être la gardienne 24 heures sur 7 d'un nourrisson exigeant. Nous avons arrêté d'avoir des rapports sexuels à cause de nos difficultés de grossesse et nous n'avons pas repris à cause des blessures de l'accouchement. Je suis resté fidèle et j'ai géré mes besoins sexuels moi-même. Il faut savoir que je suis une personne très sexuelle et que j'ai toujours eu du mal avec notre relation intime. Parfois, quand elle devenait ivre et abusive, je pensais à aller voir ailleurs. J'ai été jusqu'à faire une promenade avec une fille une fois, mais je me suis senti terrible et j'ai dit à la fille que je devais partir. Quand notre fils avait environ 1 an, elle se sentait clairement débordée, ce qui était très compréhensible. Même la personne la plus fonctionnelle se sentirait débordée, en étant avec un nourrisson 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans amis, sans famille et avec un mari désengagé. Elle a recommencé à boire en conséquence, mais à l'époque, je ne voyais pas comment cela était un symptôme de son manque de soutien. Tout ce que je voyais, c'est que mon fils allait grandir comme moi et qu'elle rompait sa promesse sans essayer de chercher de l'aide. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai entendu des bruits dans notre chambre et je l'ai trouvée évanouie d'ivresse avec notre bambin qui rampait sur le sol. Je suis entré et j'ai attrapé notre bambin et j'ai chuchoté avec colère « Que fais-tu »
Si tu t'étais évanouie avec lui sur la chaise, tu aurais pu l'étouffer et j'ai commencé à partir avec lui. Elle s'est mise en colère et m'a frappé au visage et a arraché son bambin de mes bras. J'ai complètement perdu mon sang-froid et pour la première fois de ma vie, je l'ai frappé en retour. Je l'ai frappé comme un père frapperait l'arrière de la tête d'un enfant lorsqu'il se comporte mal. C'était assez fort. Elle a commencé à pleurer. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Le niveau d'abus, de dysfonctionnement, ma déception envers moi-même pour lui avoir fait du mal, pour avoir fait du mal à notre enfant, pour l'avoir amené dans cet environnement et pour avoir échoué à rendre sa vie sûre et stable, tout cela m'a submergé. J'étais devenue une personne horrible, haineuse, j'avais tellement de ressentiments envers ma femme, ma partenaire de vie, ma coparente que je l'ai frappée. Je me sentais malade et je savais que je ne ferais plus jamais quelque chose comme ça. Si jamais j'arrivais à ce point, je devrais partir. Pas seulement l'espace physique, mais aussi la relation. Le lendemain, nous avons parlé et elle a dit qu'elle le méritait et savait qu'elle devait changer. Plus de la même chose, sans aborder les problèmes, mais en ressentant de la honte et en jurant d'arrêter de boire pendant un certain temps, seulement pour finalement accumuler assez de ressentiments et de stress pour justifier un retour. Rarement des soirées de beuverie se produisaient, mais elle se limitait à elle, qui jouait de la musique forte, ce qui était perturbant, mais j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer et essayer de dormir. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison à l'automne 2022 et les choses étaient bonnes en termes de consommation d'alcool. Elle ne buvait vraiment pas du tout à la maison. Nous faisions l'amour peut-être 2 fois par mois, mais cela semblait être une corvée et semblait lui faire mal. La vie était un calvaire. Je me levais, travaillais, rentrais à la maison, m'occupais des enfants et elle essayait de me voir un peu après qu'un tout petit se soit endormi. D'habitude, nous restions ensemble pendant 10 à 20 minutes avant qu'il ne se réveille en hurlant. C'était tellement stressant qu'elle n'essayait parfois même pas de me voir et restait au lit à faire défiler son téléphone pendant quelques heures avant de s'endormir elle-même. Je pouvais voir que cela la frustrait et la dépassait aussi. Nous n'avions aucun moment pour nous. Sa famille n'était pas fonctionnelle et était dans une autre partie du pays. Toute ma famille était décédée. Elle ne voulait pas de baby-sitter jusqu'à ce que notre bambin puisse parler clairement et soit assez mature pour partager toute situation de mauvais traitement. Je me sentais comme un chèque de paie. Elle se sentait comme une maman robot. Elle faisait de son mieux, restant sobre. Elle a obtenu son permis. Elle le conduisait à certains rendez-vous. J'ai essayé de lui parler de conduire à des rendez-vous à travers la ville pour que je n'ai pas besoin de quitter le travail, mais elle était trop nerveuse avec notre tout petit dans la voiture. Elle a essayé de me parler d'être plus impliqué et présent. Tout ce qu'elle voulait de moi, c'était de me lever avec lui à 7-8 heures du matin. Ils dormaient ensemble dans notre lit, donc elle était seule la nuit et seule en se levant le matin. Je dormais dans le sous-sol. Je travaillais ou jouais souvent jusqu'à 3-4 heures du matin et me levais vers 9-10 heures du matin. Je lui ai demandé de le déplacer dans la chambre du bébé, mais elle ne voulait pas parce qu'elle se sentait anxieuse qu'elle était trop loin la nuit. Incapable de réagir à temps en cas d'incendie, ne pourrait pas entendre un problème médical, etc. J'étais contrarié d'avoir payé pour une maison de 4 chambres dans un quartier cher et nous n'utilisions qu'une chambre. Elle était contrariée par mon manque de soutien. J'étais contrarié par notre manque de connexion. Elle l'était aussi. J'ai demandé une thérapie, mais elle a refusé. J'ai commencé à développer des sentiments pour une collègue. Je me suis dit que si j'étais à la moitié de ma vie et que j'avais consacré 15 ans à cette personne et que l'alcool était toujours un problème, et en plus de cela, je développe des sentiments pour d'autres femmes et j'ai l'impression que mes tentatives pour résoudre les choses avec ma femme ne fonctionnaient pas, que je devais mettre fin à la relation avant de la tromper. J'ai mentionné que j'étais dans un état mental vraiment effrayant, que je n'allais pas bien mentalement et que j'avais besoin qu'elle m'écoute. J'avais besoin d'une connexion. Elle s'est mise en colère et a refusé de faire quoi que ce soit jusqu'à ce que je prenne les devants. Elle a évoqué toutes les erreurs que j'avais commises. La prochaine fois qu'elle a bu, elle a mis de la musique forte pendant que j'essayais de coucher notre enfant. Je lui ai envoyé un message à ce sujet et elle m'a répondu quelque chose comme « Maintenant, tu sais ce que c'est que de lutter seul en tant que parent, mais… » Le lendemain, je lui ai dit que je voulais divorcer. Sa réaction m'a fait peur à mourir. Elle était tellement triste et effrayée qu'elle tremblait, criait en pleurant, me suppliait de rester. Je me sentais tellement mal, tellement horrible, tellement coupable. Cela me faisait tellement mal de voir la femme que j'aime souffrir autant. Je savais que je développais des sentiments intenses pour une autre femme et je me sentais déconnecté. Mais comment diable puis-je simplement abandonner la mère de mon enfant qui n'a aucun autre soutien dans cet état ? En même temps, comment puis-je continuer ? J'étais totalement à bout. Je n'avais plus rien. J'étais tellement triste, mais aussi tellement en colère qu'elle n'ait pas été en thérapie avec moi auparavant. Que j'ai traversé plus d'une décennie d'abus intenses et d'infidélité. Elle a refusé de l'aborder. Mais maintenant que quelque chose la blesse, elle est totalement investie dans la thérapie.
et que je ne veux pas être vu par elle comme injuste, ne lui donnant pas une chance, l'abandonnant et la trahissant. C'était si difficile. Je lui ai dit que je ne voulais pas me réconcilier, jusqu'à ce que je la voie faire le travail pour aborder les causes profondes de sa consommation d'alcool. Plus question de céder et de pardonner à cause des promesses d'amélioration. J'ai besoin de le voir d'abord. Mes sentiments pour mon collègue devenaient de plus en plus forts alors que nous travaillions étroitement ensemble. Je me suis dit que je devais soit oublier les autres femmes et me consacrer entièrement à ma femme et accepter une vie de lutte avec ses problèmes, soit essayer de me connecter avec une autre femme pour voir ce que c'est. J'ai commencé à me confier à mon collègue sur ma douleur émotionnelle. Elle m'a dit qu'elle traversait une rupture et j'ai menti en disant que moi aussi. J'ai enlevé ma bague au travail pour qu'elle soit plus ouverte à me parler profondément. Je pensais attendre que ma femme ait fait de la thérapie et couper les conversations avec ma collègue si ma femme faisait des efforts et progressait. Ma femme ne voulait pas aller en thérapie seule ou à l'Alcooliques Anonymes. Elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin et n'était intéressée que par y aller avec moi. Cette minute m'a semblé comme si elle ne se concentrait pas sur sa consommation d'alcool ou son traumatisme, seulement sur la réconciliation. Pour me réconcilier, j'ai besoin qu'elle fasse ce changement. Je me rapprochais de plus en plus de mon collègue et nous avons commencé à faire des sorties en voiture en dehors du travail la nuit. Ma voiture est tombée en panne dans un endroit isolé et c'était en plein milieu d'une vague de froid en mars. La dépanneuse était à 2 heures d'attente. Nous nous sommes blottis et j'ai passé mon bras autour d'elle. Je n'avais pas eu de relation sexuelle ni d'orgasme depuis des semaines et je ne pensais pas clairement. J'ai commencé à la toucher intimement et nous avons eu des rapports sexuels. C'était très rapide, seulement quelques minutes. Dès que j'ai fini, la dépanneuse est arrivée. Je l'ai ramenée chez elle et je suis rentré chez moi. Je me sentais malade et je suis allé dans ce qui était maintenant mon appartement en sous-sol et j'ai pleuré pendant que je me nettoyais. J'ai contacté un ami qui m'a dit de nier jusqu'à ma mort. Je pensais que ma femme pourrait se sacrifier si je lui disais, mais je me demande si nous aurions pu surmonter cela. Peut-être que j'étais juste égoïste et lâche. Les semaines ont passé et j'ai fait une thérapie de couple avec ma femme. Je n'ai pas pu m'investir pleinement à cause de ma relation avec ma collègue. Même sans elle, je ne sais pas si j'aurais réussi à réussir en thérapie de couple. Quand j'ai évoqué les années d'abus non résolus, de ressentiment et de trahison, ma femme faisait justement remarquer que c'était il y a des années. Je me concentre juste sur le négatif, avançons. Nous ne semblions pas pouvoir nous concentrer sur et obtenir une validation concernant mes blessures passées avec elle, et elle ne voulait pas faire de Alcooliques Anonymes ou de thérapie individuelle pour son traumatisme. J'ai arrêté d'aller à la thérapie de couple et j'ai commencé à m'engager davantage avec ma collègue. J'ai dit à ma femme que j'avais besoin d'espace pour réfléchir et voir si mes sentiments changent. C'était vrai d'une certaine manière, mais je ne lui ai pas donné une chance équitable du tout parce qu'il n'y avait pas d'espace pour que mes sentiments changent. Elle est restée sobre et a été une maman et une partenaire absolument exceptionnelle. Je me sens tellement effroyablement coupable de lui avoir été infidèle. Elle a commencé à chercher des preuves. Elle a trouvé les cheveux de ma collègue sur ma chemise et m'a posé des questions à ce sujet. Je l'ai nié. Elle a consulté mes relevés téléphoniques et a vu que je l'appelais souvent. Je lui ai dit que j'avais noué une relation avec elle et que je me confiais à elle, mais c'est tout. Ce n'était pas vrai, elle a exigé que j'arrête. Je lui ai dit que je le ferais. J'ai arrêté pendant quelques semaines, mais j'ai recommencé. Elle a trouvé des poils de chat sur mes vêtements une nuit. J'ai nié que c'était à cause de ma visite chez mon collègue. Elle a trouvé des taches sur mon pantalon une nuit. J'ai dit que c'était à cause de la masturbation. Je l'ai mentalement abusée en la manipulant. Elle savait qu'elle avait raison, mais elle voulait tellement me croire et j'ai profité de cela. En septembre 2023, je maintenais toujours que je ne sortais pas avec quelqu'un mais que je le voulais. Je l'ai encouragée à aller sur des sites de rencontres et à commencer à sortir avec des gens, que je garderais notre enfant en bas âge pour qu'elle puisse sortir avec d'autres et avoir la connexion romantique et la simple connexion humaine qu'elle désirait. Malheureusement, cela a provoqué tellement de déclencheurs pour elle qu'elle a recommencé à boire. Ça s'est aggravé rapidement. Je l'ai trouvée à la maison inconsciente et ivre pendant la journée avec son bambin qui courait partout. Je lui ai dit que je devrais l'emmener si elle n'obtenait pas d'aide. Elle a juré qu'elle le ferait, mais les choses ont juste empiré. Elle a commencé à faire des excès de 2 à 4 jours, se montrant sous l'effet de quelque chose, ne ressemblant pas, ne parlant pas, ne se comportant pas comme elle-même. J'étais tellement blessé et tellement en colère. J'ai commencé à dormir chez mon collègue quelques nuits par semaine et j'ai installé des caméras à la maison pour m'assurer que notre bambin était en sécurité pendant mon absence. Nous avons atteint un point où elle a dit qu'elle devait sortir de cette maison et s'éloigner de mes vêtements, de mon odeur, de ma présence pour pouvoir guérir.
Je lui ai dit que j'avais besoin de la liberté, de la soumettre à un test de drogue ou d'alcool à tout moment pour m'assurer que notre bambin était en sécurité. Cela est devenu une action judiciaire d'urgence et elle a finalement accepté. Je l'ai aidée à obtenir une nouvelle maison de ville. Je lui ai donné la voiture, mais elle a conduit en état d'ivresse et l'a accidenté 2 fois. Mon assurance a couvert les réparations les 2 fois pour un total de 17 000 $. C'est devenu très effrayant. Sa grand-mère est décédée, qui était l'une des dernières personnes à qui elle se sentait connectée. J'ai pu voir un changement sombre en elle et elle a commencé à porter le chapeau et les bracelets de sa grand-mère. Sa deuxième grand-mère est décédée peu de temps après et elle est devenue encore pire. J'ai contacté le frère de ma femme pour exprimer mon inquiétude et à ma surprise, il n'était pas en colère contre moi. Il était tout aussi effrayé que moi et nous nous sommes rencontrés pour parler de notre peur qu'elle soit en train de mourir. Égoïstement, je pensais que je ne pourrais jamais échapper à mon rôle de sauveur lors des urgences de ma femme. Il y avait toujours une urgence. Même si je n'avais pas eu d'affaires et que j'avais simplement mis fin à notre mariage, cela aurait toujours été une trahison 10 sur 10 et elle m'aurait toujours vu de la même manière. J'ai tenu bon et je n'ai pas mis fin à ma peur de me réconcilier ou simplement de la soutenir. J'ai maintenu qu'elle devait aller aux alcooliques anonymes, aller en thérapie et arrêter de faire des beuveries de 2 à 4 jours, me forçant à prendre congé du travail et effrayant, déroutant notre bambin. J'ai décidé de déménager en mars 2024. Ma femme a eu son propre endroit en avril 2024. Je ne pouvais pas gérer financièrement le paiement de 2 000 $ par mois à ma femme pour l'aider à survivre tout en payant pour mon propre ménage et mes dépenses. Mon collègue et moi devenions plus sérieux et j'ai ouvert à ma femme le fait que je sortais avec elle, mais j'ai menti sur le calendrier. J'ai dit que j'avais commencé à sortir avec elle en octobre. Elle était dévastée et a confirmé que j'avais menti tout le temps. Elle a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait que mon collègue soit un enfant de porte ronde jusqu'à ce que nous soyons sortis ensemble pendant 1 an. Mon collègue a dit qu'elle a besoin que je sois complètement honnête avec ma femme. Plus de mensonges, plus de demi-vérités. Alors j'ai dit à ma femme que je sortais avec ma collègue depuis mai 2023, elle était à nouveau dévastée. Elle a repensé à tous les événements à propos desquels je lui ai menti, à tous les mensonges, à tous les moments où il semblait que nous étions en phase et m'a dit que cela allait la tuer. Le manque d'honnêteté et la trahison, j'étais sa personne de confiance. Son mari, la seule personne qui ne l'a pas quittée, peu importe comment elle me traitait ou ce qu'elle faisait, et qu'en 2022, elle a finalement commencé à se sentir en sécurité avec moi. Nous parlions d'avoir un 2e enfant, mais à la fin de 2022, j'ai reculé parce que je ne voulais pas avoir un autre enfant avant que le problème d'alcool ne soit traité. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois totalement honnête avec ma collègue, et si je l'étais et que ma collègue ne partait pas, elle rencontrerait ma collègue et consentirait à ce que nous traînions ensemble pendant les jours où j'avais son tout petit chez moi. J'ai dit à ma collègue 70% de la vérité, mais je ne lui ai pas dit que j'avais trompé sexuellement ma femme avec elle 3 fois, au cours de l'année. Évidemment, ma collègue s'est sentie blessée, trahie, en colère, triste, et a exigé que je ne continue pas les conversations avec ma femme, que je n'aille pas chez elle, que je ne joue pas le rôle d'une figure de soutien. J'aurais dû dire « Tant pis, je sais que c'est injuste, mais c'est la mère de mon enfant qui est en crise et mon travail principal en ce moment est de tout avouer et d'essayer d'aider ma femme à devenir sobre et en bonne santé, je ne l'ai pas fait. Cependant, j'ai fait de mon mieux pour respecter la ligne, je voulais garder ma nouvelle relation et j'ai travaillé pour être honnête. J'étais en thérapie. Je faisais un FaceTime quotidien avec ma femme soit pour raconter des histoires avant le coucher à notre tout petit quand il était chez elle, soit l'inverse. Je lui apportais de la nourriture pour lui montrer de l'affection pendant son processus de deuil suite à la mort de sa grand-mère et à notre divorce. Au milieu du mois de mai de cette année, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça. Je préférerais être avec ma femme, qu'elle boive ou non, et faire de mon mieux pour l'aider. La voir souffrir autant et savoir combien j'ai contribué et combien j'étais horrible, je savais que je devais arrêter ce que je faisais. J'ai appelé ma mère, elle vit loin, au cas où quelqu'un se demanderait pourquoi elle n'était pas un soutien familial pour notre enfant, pour lui dire la vérité sur tout. Ma mère était très déçue de moi, mais m'a soutenu pour retourner auprès de ma femme. J'ai décidé de dormir dessus. Si je me sentais toujours aussi fort et aussi certain le lendemain, je dirais à mon collègue que je suis désolé, mais je dois privilégier ma famille. Le matin, j'ai reçu un appel disant qu'elle s'était offerte la nuit précédente. Elle a laissé une note disant qu'elle ne pouvait pas gérer le trouble de stress post-traumatique et les cauchemars causés par le fait que je la manipulais. Elle a clairement indiqué dans la note que c'était de ma faute, que je l'avais trahie et abandonnée et que je l'avais laissée seule pendant la pire période de sa vie. Elle a clairement dit, explicitement, que je l'avais tuée. Le médecin légiste et les détectives m'ont averti de ne pas lire la note, mais je devais savoir.
J'ai tout avoué à mon collègue, y compris mon intention de partir. Maintenant, j'ai perdu ma femme, la mère de mon enfant, ma personne. Je vois clairement maintenant qu'en dépit de ses défauts et erreurs, et bien que sa consommation d'alcool n'était pas de ma faute, le stress que je lui ai causé et qui la poussait souvent à boire était de ma faute. Je vois combien j'aurais pu faire plus. Je vois à quel point j'étais horriblement abusif. Ma femme l'était aussi, mais pas dans un passé récent. Je vois à quel point j'étais déformé. Je me réveille souvent la nuit, je pleure constamment, je fais des crises de plusieurs fois par jour, je tremble, je me sens malade. J'aurais aussi bien pu tuer ma femme moi-même. Mon enfant va grandir sans autre famille que moi. Quand ils auront 18 ans et me demanderont la vérité sur leur mère, je leur dirai. Et ils me détesteront. Je n'ai besoin de personne pour me dire à quel point je suis horrible. Je le sais déjà, je veux mourir. Je lutte maintenant au quotidien pour rester en vie et m'occuper de mon enfant. Je me déteste. Je déteste ce que j'ai fait. Je déteste le fait que je n'aurai jamais la chance de lui expliquer. Je déteste avoir dormi dessus. J'étais à moins de 12 heures de prendre ma décision pendant qu'elle était en vie. Et je suis certain que cela aurait empêché sa mort. Je déteste avoir privilégié la personne que je connaissais et avec qui je suis sorti pendant 1 an par rapport à la personne avec qui j'ai passé 15 ans, que j'ai épousée et avec qui j'ai eu un enfant. Ouais, elle m'a maltraité, qui en a foutrement à faire. Elle aurait toujours été là. Si j'avais fait plus d'efforts, elle aurait été bien. Tout ce dont elle avait besoin, c'était un peu de soutien. Elle était seule au monde sauf moi, et je l'ai laissée tomber. Ouais, elle a refusé tant d'occasions de guérir ou de résoudre ses problèmes auparavant, mais qui en a à foutre? Pourquoi être rancunier ou dire « tu aurais dû changer quand tu en avais l'occasion » ? Tout ce qui compte, c'est qu'elle était prête, que ce n'était pas selon mon calendrier et que cela ne justifiait pas mon retrait rancunier. J'ai ruiné ma vie. J'ai tué ma femme, j'ai perdu ma petite amie, j'ai détruit ma famille, j'ai détruit la famille de ma femme. J'ai dévasté ma mère, qui a perdu une fille et qui a maintenant une coquille de fils. J'ai augmenté mon assurance vie à 3 millions de dollars. J'espère que je meurs. Mon enfant sera à l'abri pour la vie et n'aura pas à faire face à avoir un monstre pour père. Tant de gens ont essayé de me prévenir. Mon collègue m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais sûr d'en avoir fini avec ma femme. Elle a dit que si je voulais essayer à nouveau avec elle, je le pourrais et qu'elle m'attendrait. Mon meilleur ami m'a prévenu. Ma femme m'a supplié de lui donner une dernière chance. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Je ne mérite pas de vivre. Eh bien, c'est un post extrêmement long, mais je pense que grâce à sa longueur et à ses détails, la pure terreur et le tourment émotionnel sont assez bien transmis. Quoi que vous pensiez de l'auteur du post et de ses actions, il est clair que personne ne veut se retrouver dans cette situation. Il y avait de nombreux commentaires sous ce post, la plupart exprimant de la sympathie pour l'auteur du post, mais d'autres doutent même que l'histoire soit réelle. Encore plus de personnes envoyaient des messages privés à l'auteur du post, lui souhaitant la mort, insultant sa femme décédée et qualifiant son histoire de fausse. Bien que le récit ait initialement présenté quelques incohérences, ici et là, il semble dans l'ensemble réel, et l'auteur du post y a répondu dans un suivi, en lisant Edith. Pour ceux qui ont écrit que c'est faux, je pense qu'il serait bon de réfléchir à pourquoi vous pensez qu'il est important de publier des commentaires comme celui-ci. Qu'est-ce que cela apporte ? Le meilleur scénario est que vous ayez raison, et que quelqu'un souffre tellement dans sa vie personnelle qu'il invente de fausses histoires pour obtenir une sorte de connexion. Quelqu'un sans réconfort dans sa vie est un être humain qui a besoin d'aide. J'ai vérifié quelques profils de personnes qui ont écrit ces commentaires négatifs sur de faux posts, et généralement, l'historique des commentaires est intense, négatif et en colère. Si c'est vous, j'espère que vous trouverez ce qui vous manque dans votre vie et qui vous fait tant de mal. Pour ceux qui ont écrit des messages haineux sur ma femme, je pense que seul quelqu'un qui a été blessé par d'autres personnes, ayant des addictions, peut manquer d'empathie et se sentir si justifié à condamner un autre être humain. J'espère que vous pourrez guérir de votre colère et trouver la paix dans votre vie. L'addiction est horrible, mais ce n'est qu'un symptôme de la douleur que cette personne a traversée. Certaines personnes ont suffisamment de soutien pour guérir et surmonter cela, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il est utile de ne pas juger les personnes qui luttent de cette manière. Pour ceux qui m'envoient des messages souhaitant ma mort, je pense que seule une personne qui a été blessée par une autre personne dans leur vie, qui a fait quelque chose comme ce que j'ai fait, pourrait être si en colère qu'il souhaiterait ma mort. Je suis désolé que vous ayez vécu tant de douleurs dans votre vie, et j'espère que vous trouverez la guérison. Pour ceux qui demandent gentiment des éclaircissements sur certains points qui semblent inhabituels, ma mère vit très loin, donc il était faux de dire que toute ma famille est décédée. Pour quelqu'un comme moi qui a grandi avec des grands-parents, des tantes et des oncles, maman et papa, j'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde. Je comprends que certains d'entre vous pensent avoir décelé une grosse erreur, et cela prouve de manière concluante que c'est une histoire fausse et vous avez le droit de le croire.
Cela ne justifie pas que vous envoyiez des messages de haine. Concernant le terme collègue versus employé, je n'ai jamais considéré ceux qui travaillent pour moi comme inférieurs. Je fais tout mon possible pour ne pas me qualifier de patron ou de les qualifier d'employés ou de subordonnés. Cela n'a rien à voir avec le sujet de mes publications. Je fais aussi tout mon possible pour éviter de créer une dynamique au travail où je suis clairement supérieur à quiconque. Comme ci-dessus. Si vous croyez que c'est la preuve que mon histoire est fausse, c'est ok. Mais encore une fois, s'il vous plaît, n'agissez pas avec haine. Nous pouvons simplement passer à autre chose après le post. Je veux dire, c'est à vous de voir si vous voulez le croire ou non, mais c'est l'un des posts les plus troublants que j'ai lus jusqu'à présent sur le site. Cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Patreon. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir.